Bonsoir. Alors, il est que 16h. Bonjour à tous. Merci à tous d'être venus. Je vais laisser... alors, je vais passer les slides en même temps. Je vais laisser... c'est le temps que ça démarre. Oui. Je vais laisser Monsieur Durand, directeur adjoint à la DREAL Bourgogne-Franche-Comté, qui nous accueille aujourd'hui, ouvrir ce premier temps pour la cérémonie régionale de remise des prix du challenge de la mobilité. Bonjour, merci beaucoup. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, juste un petit mot d'introduction, après je laisserai la parole à Adrienne. Je voulais juste vous souhaiter la bienvenue, vous dire que la DREAL était heureuse de pouvoir vous accueillir dans son amphi pour à la fois cette conférence, puis après pour la cérémonie de remise des prix du challenge de la mobilité. Et vous invitez toutes et tous à finalement vivre toutes les semaines, des semaines de la mobilité comme on en a connu. Quand je vois les chiffres, je me dis que, et quand je vois les objectifs qui sont ceux de la planification écologique, je vois finalement une semaine normale du futur espérée. Donc essayons de travailler à ça et puis je sais qu'on y arrivera. Merci beaucoup à tous et à tous. Merci Renaud. Merci de nous accueillir à la DREAL. On est content de vous accueillir tous ici ce soir et cet après-midi en particulier. On sait l'effort que c'est pour les territoires d'être avec nous et pour les entreprises. Je tiens à souligner particulièrement la présence des entreprises ce soir avec nous. C'est vrai que les territoires sont aussi au Salon des maires en ce moment, donc il y a un peu de compétition, on va dire. Et puis, on propose plusieurs événements même cette semaine, puisque pour les territoires, on a un autre événement jeudi pour les territoires en transition. Mais voilà, il est important, je pense, et on va en avoir la démonstration tout à l'heure, peut-être avec Dimitri, de célébrer les réussites. Et le challenge, c'est aussi justement se mettre en situation de vivre un futur désirable et de le simuler, et de pouvoir du coup célébrer cette réussite de challenge bien accompli et qui voit ses scores évoluer positivement d'année en année. On est donc cette année au 3e challenge de la mobilité en Bourgogne-Franche-Comté et on voulait remercier en particulier nos partenaires, donc la DREAL, donc la région, la CCI et la Chambre des métiers et de l'artisanat régional qui nous accompagnent. Voilà, donc à l'ADEME, on est convaincu que la question du changement de comportement et plus généralement l'évolution des modes de vie est un enjeu clé de la transition écologique. Pour une meilleure prise en compte des dynamiques humaines et sociales, pour faire évoluer les comportements et les modes de vie à l'échelle de nos territoires. Et c'est pour ça qu'on aime s'appuyer sur les territoires. D'ailleurs, on finance 9 postes de chargés de mobilité dans les territoires à 7 heures en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, on est toujours là auprès des EPCI, des structures intercommunales pour les aider dans ces démarches-là. Et on verra tout à l'heure avec notamment les référentes territoriales, enfin, les référents territoriaux, on va dire, monsieur et femmes, que quand on a des référents dans les territoires, ça stimule bien les équipes et les dynamiques citoyennes. Évidemment, le challenge, c'est essentiellement la question des trajets domicile-travail. Et c'est pourquoi on aime s'appuyer sur les entreprises. On sait qu'elles sont des dynamiques fortes, qu'elles sont sensibles et intéressées ou intéressantes sociétalement pour faire évoluer les comportements. Et c'est du coup ce challenge est co-construit avec, vous l'avez compris, les chambres consulaires des entreprises pour initier cette prise de conscience, un changement des habitudes et ainsi mettre en œuvre un dérouage nécessaire au processus de changement. Donc, en marge des freins techniques et financiers, les déterminants du changement de comportement sont multiples, individuels et collectifs et encore mal connus. Et c'est pourquoi nous avons souhaité ce soir vous proposer un éclairage particulier sur les déterminants psychologiques et sociaux des comportements. Et pour nous aider à croiser les approches et avoir des propositions d'outils, on est accompagné ce soir par un expert en la matière, Dimitri Nakzaj, docteur en psychologie sociale et en sciences comportementales, consultant et au sein d'un collectif de chercheurs sur Dijon.
Donc, je vais tout de suite lui passer la parole. Et on va donc écouter Dimitri pendant une vingtaine de minutes. Et après, on aura un débat, enfin un échange déjà de questions-réponses. Et puis une table ronde. Et je laisse Marion faire la présentation. Et j'en profite pour remercier Cosfer de nous accompagner depuis 3 ans maintenant. Et encore l'an prochain, de façon certaine. Oui, ça c'est sûr. Je laisse les applaudissements. Parce que... Alors oui, donc du coup je me présente quand même parce que je vais être celle qui va animer un petit peu la soirée. Donc je suis Marion et donc je fais partie de l'agence Cosfer et on a la chance d'accompagner l'ADEME sur le challenge de la mobilité depuis la première édition. Donc si vous recevez trop de mails, c'est vous. Voilà. Mais bon, voilà, on a des aspects aussi très sympathiques. Juste un petit point de programme avant de laisser la parole à Dimitri. Donc on démarre par cette fameuse conférence et un petit temps de table ronde où on aura la chance d'avoir des retours d'expérience d'entreprises, de parcs. On a un parc qui est aussi avec nous aujourd'hui, et puis également de la région d'Auvergne-Franche-Comté. Une petite pause à 17h45 pour pouvoir tenir jusqu'au bout de la nuit, c'est-à-dire à peu près 20h. Voilà, je ne garantis pas le 20h00, mais on va essayer le 20h05. Et à 18h, donc cette fameuse cérémonie de remise des prix, où là, l'idée, c'est que vous allez enfin découvrir les lauréats de ces 12 prix régionaux. Voilà. Et tous les cadeaux qui sont là, il faut attendre 18h du coup. Voilà, donc je vais laisser la parole à Dimitri Nagzaj et la zapette pour et le micro est là. Bien, merci. Il y a un petit temps, mais c'est de l'autre côté. Faire le bas. Et il y a un petit temps de latence. Parce que c'est en streaming. Merci. C'est bon, vous m'entendez? Très bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et merci pour votre accueil. Merci à l'Adréal, merci à l'ADEME et merci à Cosfer de m'avoir invité pour cette présentation. Je m'appelle effectivement Dimitri Nagzaj, je suis chercheur et consultant en sciences du comportement et docteur en psychologie sociale. Et je travaille depuis une dizaine d'années maintenant sur des problématiques liées au comportement et surtout des comportements liés à l'environnement. Je fais partie d'un collectif qui n'est pas local, c'est même un collectif international, parce qu'on a une personne parmi nos collectifs qui habite à Dubaï, donc voilà, on peut se dire internationaux. On travaille sur des comportements liés à l'environnement, liés à la santé, notamment la santé publique, et également la cybersécurité. Aujourd'hui, on ne va pas parler de tout ça, je vais vous faire une présentation des sciences du comportement telles qu'on les entend et des changements de comportement tels qu'on les entend dans le milieu scientifique. Et je vais, question de départ, comment fonctionnent les comportements et comment peut-on les changer. Première histoire. À la fin des années 80 aux États-Unis, il y a eu, comme vous le savez, un grave problème de santé publique, celui du sida. Et donc, les différents États aux États-Unis ont dépensé des dizaines de millions de dollars pour essayer de sensibiliser la population américaine au sujet du sida. Publicité dans les journaux, télévision, des émissions spéciales, plein de choses organisées. Ils ont eu 3 consignes. Premièrement, les Américains. Premièrement, se protéger. Ensuite, se faire dépister. Et ensuite, s'informer auprès d'une hotline. Forcément, Internet n'existait pas, donc ils ont dédié une hotline. En 6 mois, après cette sensibilisation, ils ont eu 7372 appels, ce qui, à l'échelle des États-Unis à l'époque, est rien du tout. Le 7 novembre 1991, ce monsieur, Magic Johnson, un basketteur très reconnu à l'époque et toujours aujourd'hui, a fait une annonce à la télé en direct. Il a dit 2 choses, en fait. Premièrement, qu'il était atteint du virus du sida. Deuxièmement, qu'il arrêtait sa carrière aux Los Angeles Lakers. Il a ensuite expliqué ce qu'était le sida et il a repris le même discours que toutes les publicités auparavant, à savoir, faites attention, ça existe, protégez-vous, faites-vous dépister et appelez la hotline pour avoir des informations. Dans le mois qui a suivi sa déclaration, il y a eu plus de 900 000 appels. Donc ça fait 360 fois plus, juste parce que Magic Johnson a transmis le message. Donc qu'est-ce qui se passe quand on voit quelque chose comme ça? On se dit, ben, c'est simple, il suffit de persuader les gens pour changer leur comportement. Le lien est direct. Dès qu'on convainc quelqu'un, le comportement suit.
Alors, petite chose, je vais parler d'attitude et de comportement. Quand je vais employer le terme attitude, c'est pas vraiment ce qu'on entend habituellement en français, c'est plutôt là le terme scientifique, donc américain, qui veut imaginer la sphère des idées, tout ce qu'on pense, notre opinion à propos de quelque chose, notre avis à propos de quelque chose, attitude. Et les comportements, ça reste les actions que nous entreprenons. Donc le lien entre attitude et comportement serait aussi direct et aussi simple? Non, je l'apprends à personne. On va faire une petite expérience. Si je vous dis l'eau potable est une ressource rare, est-ce que vous serez peut-être d'accord? Et nous devons tout faire, tout, pour l'économiser. Là, il y a une faute, mais c'est vraiment pour marquer qu'il faut tout faire pour l'économiser. Si vous êtes d'accord avec ça, s'il vous plaît, levez la main et gardez la main en l'air. Ok, donc je regarde bien si les mecs ne sont pas d'accord. Très bien. Maintenant, gardez bien les mains en l'air, c'est le petit exercice de 16h05. Baissez les mains pour toutes celles et ceux qui parmi vous prennent leur douche en plus de 5 minutes. La dernière fois que vous avez pris une douche, est-ce que c'était plus de 5 minutes? Baissez la main si c'est le cas. Baissez votre main si vous n'avez pas fermé le robinet en vous savonnant. Voilà, il y en a encore quelques-uns. Très bien. Maintenant, baissez la main si vous buvez systématiquement de l'eau en bouteille ou alors si vous buvez, non, on va dire plutôt gardez la main en l'air si vous buvez systématiquement de l'eau du robinet. Tout le temps. OK. Baissez la main, et ne la relevez pas, hein, mais baissez la main si vous avez changé votre consommation de viande. Okay. Baissez la main maintenant si vous récupérez systématiquement, gardez la main en l'air, excusez-moi, si vous récupérez systématiquement l'eau lorsque vous lavez les légumes. Voilà. Donc ça, on pourrait continuer toute la soirée comme ça. Il y en a quelques-uns qui ont toujours la main en l'air. Bravo, bravo pour vous. Mais globalement, c'est un peu un exemple extrême, volontairement. Moi, je ne peux pas lever la main sur ce truc non plus, hein. Et qui nous montre qu'on peut être foncièrement convaincu d'un principe, nos comportements ne suivent pas systématiquement. J'ai un autre exemple, un petit peu plus scientifique, celui-ci, et surtout beaucoup plus conséquent. On retourne aux États-Unis, on retourne dans les années 80. Ils ont mis en place le programme DARE pour Drug Abuse Resistance Education, et ce programme était très simple. Mettre devant les enfants, donc à l'école, des policiers et policières, des infirmiers et infirmières, des professionnels de santé et de la sécurité, pour les sensibiliser au sujet de la drogue. En gros, les enfants, la drogue, c'est mal. Il y a eu des heures, à peu près 2 à 3 heures par semaine au début, puis au total une centaine d'heures chaque année de scolarité pour les enfants américains, mais une partie seulement, pas tous. Il y a eu, j'en ai recensé 20, il y a eu 20 études entre 1994 et 2011 qui ont étudié l'impact comportemental de ce programme sur la consommation de drogue des Américains. Et ils ont vu qu'il n'avait aucun impact comportemental. Il n'y a aucune différence au niveau de la consommation de drogue entre les Américains qui ont été sujets de ce programme et ceux qui n'ont pas été sujets de ce programme. La seule différence que ça a fait, c'est que ceux qui ont été sujets de ce programme, ils ont eu plus de connaissances sur les drogues. Donc ils connaissaient plus les différentes catégories de drogues, les impacts que ça a sur la santé, mais aussi un peu plus les prix et où les acheter. En quelque sorte, ce programme, peut-être même des milliards de dollars, a servi à former des experts. Donc, si on reprend, on essaie de schématiser les variables psychologiques qui influencent le comportement. L'attitude, c'est sûr, ça influence le comportement, mais pas que l'attitude. Il y a d'autres éléments qui influencent le comportement, on va en parler un petit peu. Premier élément, c'est ce qu'on appelle la norme sociale. Une étude que vous connaissez peut-être, une étude réalisée dans les années 2000, en 2006 je crois, dans le comté d'Orange en Californie, donc on reste aux États-Unis. Ils ont essayé d'amener les clients de différents hôtels à réutiliser leur serviette plusieurs fois pendant leur séjour pour faire des économies d'eau et aussi d'argent, bien sûr. Ils ont testé plein de messages différents. D'ailleurs, si vous vous rendez dans des hôtels, vous devez voir souvent dans la salle de bain, vous réutilisez votre serviette, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour la planète. Oui. Et ils ont utilisé des appels à la norme. C'est un levier qui repose sur les normes sociales. Ils ont fait plein de messages, et parmi tous les messages qu'ils ont pu tester, celui-là était le plus efficace. Ce message dit, je vais vous dire, 75% des clients de votre chambre ont réutilisé leur serviette au moins une fois pendant leur séjour. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait donc ce qu'on appelle un appel à la norme. On énonce ce que fait une majorité qui est similaire pour influencer votre comportement. Pourquoi? Parce que de façon assez basique, on a tendance à suivre la majorité. On regarde ce que fait les autres et on fait pareil. Pas tout le temps, mais globalement, la plupart des cas, c'est ça.
Au niveau des résultats, il y a ça. Donc la meilleure de leur communication persuasive, n'importe quelle communication persuasive, mais juste pour changer l'attitude, a obtenu 37% de changement de comportement. Et maintenant, lorsque vous faites un appel à la norme, ils ont eu quasiment une personne sur deux qui a changé son comportement, ce qui signifie qu'une personne sur deux a réutilisé sa serviette au moins une fois pendant son séjour. Donc, on peut voir l'impact important dès lors qu'on ne cherche plus juste à changer les attitudes, mais aussi à modifier ou à rendre conscient du comportement de la norme, de la majorité des individus. Une autre petite expérience, cette fois-ci un petit peu plus proche chez nos cousins anglais. En 2012, la Behavioral Insight Team, donc c'est une équipe d'experts en sciences du comportement qui a été rattachée au cabinet du Premier ministre, s'est penchée sur différentes problématiques, dont les taxes non perçues. Donc les personnes qui étaient en retard dans le paiement de leurs cotisations et de leurs impôts. Il y a une lettre de relance, ils ont expérimenté sur cette lettre de relance. Là, vous avez deux exemples qui s'appuient sur les normes sociales. Premier exemple, 9 personnes sur 10 vont payer leurs taxes en temps et en heure. Bon, avec cet exemple-là, c'est juste une petite phrase, vous augmentez de 4,5% le nombre de personnes qui payent leurs taxes. Avec une autre phrase un petit peu plus élaborée, la plupart des individus qui ont une dette comme la vôtre ont déjà réglé leur dette. Avec juste cette phrase-là, la même lettre, mais juste cette phrase-là, vous augmentez de 16% le nombre de personnes qui payent leurs taxes. Donc vous allez me dire, ouais, 4,5% d'augmentation, 6% d'augmentation, c'est pas beaucoup. Et sur 600 millions d'euros chaque année, c'est énorme pour une petite phrase dans une lettre. Donc on voit que l'attitude est complétée par les normes sociales. Alors en général, quand je présente ce modèle-là, parce qu'on va en voir après, c'est un modèle comportemental, très souvent, j'ai des personnes qui m'interpellent, surtout des étudiants, quand je présente ce modèle, qui me disent « mais il y a aussi le côté économique, les incitations financières, ça joue. » On va en parler un petit peu. J'ai un regard un peu critique sur les incitations financières. Voilà. On retourne aux États-Unis, parce que les États-Unis regorgent d'exemples assez extraordinaires sur les sciences comportementales. On retourne en plus dans les années 80. Barbara Bush, avec toute son équipe, a mis en place un programme qu'ils appellent Book It pour pousser les jeunes enfants, 6, 7, 8 ans, à lire plus de livres. Le deal était super simple, c'est écrit là. Vous lisez 10 livres, vous faites la présentation, vous avez un coupon pour une pizza gratuite. Alors, à votre avis, est-ce que ça a fonctionné? Ouais, non? Levez la main si vous pensez que ça a fonctionné. Ok. Qui pense que ça n'a pas du tout fonctionné? Levez la main. Ok. Alors, ceux qui pensent que ça a fonctionné, ben vous avez raison. Et vous proposez une pizza gratos à des enfants qui lisent des livres, ils vont lire des livres. Mais, quand on regarde un petit peu plus près, il y a quelques particularités. Oui, ça a fonctionné, mais les enfants ont lu des livres beaucoup plus simples que ceux qu'ils pouvaient lire. Ils ont aussi eu beaucoup tendance à demander à leurs parents de lire les livres pour eux, pour ensuite faire les présentations devant le maître ou la maîtresse. Et, chose un petit peu plus conséquente, c'est que lorsque ces enfants qui étaient sujets du programme Book It ont quitté les écoles, donc n'étaient plus ensuite sujets au programme Book It, ils ont moins lu que les autres enfants. Donc ça, c'est un impact assez conséquent qu'on remarque avec les incitations financières. Comment on explique ça? On explique ça comme ça. Quand on parle d'incitation financière pour changer les comportements, on va focaliser les comportements selon deux types de normes. Vous avez des normes sociales et des normes de marché. À l'intérieur des normes de marché, on voit des comportements contre lesquels on est disposé à recevoir quelque chose. En général, c'est une somme d'argent. Faire sa chambre ou ranger sa chambre, avoir des bonnes notes. Pour certains enfants, ça marche comme ça. Marquer des points, marquer des buts, des paniers pour des athlètes, ils ont des primes, pour les athlètes professionnels, bien sûr. Atteindre des objectifs de vente. Nous, en règle générale, travailler. Si demain, votre responsable, votre patron vous dit « bon, on va arrêter de vous payer », vous allez lui répondre « bon, là, je vais arrêter de travailler ». Donc, ce sont des comportements contre lesquels on est habitué à recevoir une gratification ou parfois même une sanction si on n'adopte pas le comportement souhaité. De l'autre côté, vous avez des comportements régis par des normes sociales. Ce sont des comportements qui sont socialement admis pour lesquels on n'attend pas de gratification. Être poli, respecter le code de la route, prendre les transports en commun, covoiturer. Par défaut, on n'attend pas une rétribution pour ces comportements-là. Mais
Si vous prenez un comportement régi par les normes sociales et vous mettez de grosses incitations financières, vous allez le basculer dans l'autre tableau, donc ça deviendra un comportement régi par des normes sociales. Je vais vous donner un exemple. Cette fois-ci, on va en Israël, à Haïfa, en l'an 2000. Il y a plusieurs crèches qui constatent que les parents arrivent très souvent en retard pour venir chercher leurs enfants. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Des brillantes, ils vont taxer le retard. On dit, OK, vous arrivez en retard, ce sera 3 € équivalent pour chaque 10 minutes de retard pour chaque enfant. Donc là, ce que vous avez ici, c'est les résultats pour ce qu'on appelle la condition contrôle, donc pour les crèches qui n'ont pas appliqué de taxation. D'accord? On voit de la semaine 1 à la semaine 20 qu'il y a du retard, c'est assez conséquent, c'est un peu variable, mais globalement, ça reste identique du début jusqu'à la fin. Là, vous avez en violet les crèches qui ont appliqué cette incitation financière, cette taxation du retard. Qu'est-ce qui se passe? Au lieu de constater une diminution du retard, on constate une augmentation du retard. Bizarre. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça sur le plan comportemental? En fait, c'est assez simple. Mettez-vous à la place des parents. Initialement, vous arrivez en retard, vous avez une certaine pression sociale quand même. Vous dites, je suis en retard, je vais me faire engueuler, parce que ça ne se fait pas, c'est pas poli, donc il y a des normes sociales qui régissent ce comportement-là. Un jour, on vous dit, si vous arrivez en retard, vous aurez à payer 3 € à chaque 10 minutes de retard, chaque enfant. Donc, vous transformez le comportement et d'un seul coup, vous achetez le retard. Donc, vous n'avez plus de contraintes sociales, puisque de toute façon, vous pouvez donner une contrepartie, vous pouvez payer. Donc, il n'y a plus de pression sociale. Et ce qui est magique avec cet exemple-là, c'est qu'au bout de 15 semaines, on voit les petits trains là, ils ont arrêté l'incitation financière, ils ont arrêté cette taxation. Est-ce que le comportement est revenu à la normale? Non. Encore une fois, mettez-vous à la place des parents. On vous dit, on vous taxe le retard, et au bout de 15 semaines, on vous dit, bon, bah, finalement, on arrête, on vous taxe plus le retard. Donc, au départ, c'était un service payant, maintenant, c'est bien un service gratuit. Et cet exemple-là, à mon sens, illustre parfaitement le souci avec les incitations financières. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, bien au contraire, mais si on fait reposer un processus de changement de comportement, une intervention de changement de comportement uniquement sur les incitations financières, on court à ce genre de catastrophe. Le dernier point, c'est ce qu'on appelle le contrôle comportemental perçu. C'est un truc un peu bizarre, mais tout ça pour dire que lorsqu'on doit faire un comportement, il y a des dispositions environnementales, alors pas environnementales dans le sens de la planète, mais l'environnement dans lequel on vit, et on perçoit cet environnement. Et en fait, on va percevoir le comportement comme étant soit facile à faire, soit difficile à faire. Par exemple, pour venir ici, initialement, c'était un peu compliqué pour moi. Pourquoi? Parce que ça commence à 16h, et jusqu'à 16h, moi, je donne cours au centre-ville de Dijon. Donc, initialement, je me suis dit, comportement impossible. Après, je me suis dit, non, je peux finir mon cours un petit peu plus tôt. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la voiture. Après, ma compagne m'a dit, OK, pour qui tu vas passer si tu expliques le changement de comportement pour éviter l'autosolisme, si toi-même, pour faire 1,5 km, tu prends ta voiture. Donc, j'ai pris un vélo. Donc, tout ce cheminement mental à propos du comportement de déplacement d'un point A vers un point B, ça rentre dans le contrôle comportemental perçu. À quel point est-ce que je peux contrôler le comportement, ce qui va me faciliter la tâche ou me rendre la tâche difficile pour adopter ce comportement. Si on modifie un petit peu, on ajoute l'intention, on glisse entre l'attitude et le comportement. Vous avez ici le modèle issu de la théorie du comportement planifié. Et c'est le modèle le plus utilisé dans les sciences comportementales. Donc ça n'a rien de compliqué. Pourquoi est-ce que c'est le plus utilisé? Eh bien parce que ce modèle-là se retrouve pour tous les comportements. N'importe lequel des comportements, que ce soit des comportements favorables à l'environnement, de santé, ou même des comportements qui n'ont rien à voir avec ces thématiques-là, tous les comportements sont régis au moins par ces variables psychologiques-là, normes sociales, attitudes et contrôle comportemental perçu. Pourquoi est-ce que je vous présente ça? Parce que si on cherche à changer les comportements, il faut maîtriser ces variables-là et essayer d'influencer ces variables-là. Si on se contente de sensibiliser, de pointer juste l'attitude, ça ne marche pas. Pour les comportements de mobilité, c'est pareil. Vous avez ici un premier modèle dans lequel, donc ça ressemble exactement au modèle que je vous ai présenté juste avant, sauf qu'on voit que les études scientifiques nous apportent des informations supplémentaires pour le comportement de mobilité active, à savoir, dans le contrôle comportemental perçu, les individus, en général, vont se poser des questions sur leur capacité physique. Si je prends ma voiture, est-ce que je vais avoir les capacités physiques de faire le déplacement à pied, en vélo ou qu'avec mes jambes?
Est-ce que je perçois l'infrastructure comme adéquate à ce déplacement-là? Si je dois prendre mon vélo, est-ce que je sais s'il y a des pistes cyclables ou non? Et est-ce que ma perception de la sécurité, est-ce que je serai en sécurité si je décide de changer, d'arrêter l'autoscolisme et de prendre mon vélo ou d'y aller à pied, par exemple? Donc, ces détails-là pour le contrôle comportemental perçu, on rentre en jeu. Ce qui signifie que si vous ne les prenez pas en compte pour changer les comportements d'autoscolisme en comportement de mobilité active, il y a des chances que ça bloque un moment. Un autre modèle, alors vous inquiétez pas, je ne vais pas détailler le modèle, hein, parce que des modèles comme ça en psychologie sociale, en sciences du comportement, on en a plein, c'est un peu le bazar, mais vous voyez, c'est le même principe. Tout ce qui va expliquer, toutes les variables psychologiques qui vont expliquer si les individus ont plutôt l'intention ou pas l'intention de faire du covoiturage. Et ce modèle-là sort d'une série d'études assez récentes. Si vous voulez motiver au covoiturage, vous pouvez utiliser ce modèle-là pour essayer de travailler sur la valeur perçue du covoiturage, vous travaillez sur les préférences temporelles, ou vous travaillez sur les notions de productivité grâce au covoiturage, ou de plaisir grâce au covoiturage, et ça vous permettra d'augmenter l'intention comportementale des individus à faire du covoiturage. Alors, vous allez me dire, ok, c'est très bien, on comprend les comportements, mais maintenant, comment on fait concrètement pour changer les comportements? Parce que les modèles aident à comprendre, mais ça n'aide pas à changer les choses. Je vais vous présenter une méthode en 7 étapes. C'est une méthode que j'utilise personnellement, d'ailleurs qu'on a développée, qui nous permet de changer tous les types de comportements. Et c'est assez simple pour que tout le monde se l'approprie. On n'a pas mis notre nom dessus, c'est pour tout le monde, on a libre accès. Ces 7 étapes nous permettent de mettre en place des protocoles, des interventions qui changeront les comportements en se basant sur une méthodologie scientifique. Donc, première étape, on définit la problématique. J'ai pris un exemple qui va parler à tout le monde. Ici, admettons que notre problématique, ce qu'on vise, c'est que tous les employés et étudiants de l'Université de Bourgogne-Franche-Comté fassent du covoiturage. En tout cas, tous ceux qui sont suffisamment loin pour devoir prendre une voiture. Ensuite, on va définir strictement le comportement et tout ce qui est inhérent au comportement. Notre population, ici on parle d'employés, d'étudiants et étudiantes de l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, les motivations et les conditions dans lesquelles le comportement va être adopté. On parle de trajet pendulaire, on va dire jusqu'à 40 km dans la fac, admettons. Le comportement lui-même, rejoindre des collègues ou aller dans la fac, rejoindre des collègues ou des étudiants pour covoiturer. Pourquoi est-ce que là le comportement est un peu différent et pourquoi d'ailleurs j'ai buté sur le comportement? C'est que covoiturer, c'est pas un comportement. Covoiturer, c'est être avec des gens dans une voiture et partager cette voiture. En soi, c'est pas un comportement. Le comportement requis qui va permettre ça, c'est de planifier son covoiturage et c'est de se rendre à un point de rencontre pour rentrer dans une seule et même voiture. Donc, ici, le comportement qu'on va cibler, c'est bien de rejoindre des collègues ou des étudiants pour covoiturer, et éventuellement, si on va un peu plus en détail, de planifier des trajets de covoiturage. Troisième point, on va mesurer les pressions internes et externes. Alors, c'est un terme un peu élaboré, juste pour dire, on mesure tous les leviers et tous les freins au comportement. Tout ce qui peut expliquer pourquoi les gens ne covoiturent pas et tout ce qui explique pourquoi les gens font du covoiturage. Donc, il y a plein de méthodes. Je vous en ai listé quelques-unes. Faites des états de l'art scientifique, des études de boulot, pendant que vous aimez lire des dizaines et des dizaines d'articles scientifiques. Pas très fun. Vous pouvez faire des analyses de données, vous pouvez faire des audits, des entretiens qualitatifs, quantitatifs, des analyses de représentation sociale. Bref, il y a plein de méthodes. Mais le but du jeu, c'est de prendre tous ceux qui ne font pas de covoiturage, savoir pourquoi. Prendre tous ceux qui font déjà du covoiturage et savoir pourquoi. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez dresser une liste de freins et de leviers. Et en plus de ça, vous pouvez vous appuyer sur ce genre de modèle pour voir si vous n'avez pas oublié quelques variables psychologiques qu'il faut prendre en compte. Une fois que vous avez ça, vous pouvez préparer vos interventions. Donc, préparer une intervention, c'est élaborer un plan de communication qui va permettre 3 choses. D'informer, c'est la base, il faut donner l'information, qui va permettre de convaincre et sensibiliser, donc changer les attitudes, mais qui va également chercher à lever les freins et renforcer les motivations. Il y a des leviers comportementaux. Les leviers comportementaux, en gros, c'est des techniques pour changer les comportements, comme ce qu'on a vu juste avant, l'appel à la norme. Ça, c'est une technique pour changer les comportements. Peut-être que vous avez lu
le petit traité de manipulation à l'usage des données de gens. Il y en a beaucoup qui disent oui. Bon, là-dedans, c'est plein de petites techniques, surtout liées à la volonté et à l'engagement, qui permettent de changer comme ça le comportement des gens. Là, il y a l'engagement, incitation financière, implémentation d'attention, on a des centaines et des centaines. Une fois que vous avez ça, point très important, pour moi, il faut faire un contrôle d'éthique. On parle ici de changer les comportements des gens. Alors, on me pose souvent la question, est-ce que c'est de la manipulation, est-ce que c'est pas de la manipulation? J'ai un point de vue très critique sur cette question-là. Je n'ai pas le temps d'élaborer ici, pour en discuter après avec plaisir. Mais toujours est-il qu'il faut contrôler l'éthique de nos interventions, pas faire n'importe quoi. Et puis pour garantir surtout que si on change un comportement, c'est avant tout, première question, souhaité par la population. Deuxième question, est-ce que le comportement apporte des avantages et est-ce que ces avantages sont plus importants que les souhaits et les désirs de base de la population? Quatrième question, est-ce qu'on peut expliquer publiquement notre campagne, y compris à la population qu'on cible? Ah oui, parce que si on ne peut pas dire publiquement ce qu'on est en train de faire, c'est qu'il y a un petit problème éthique. Et dernière question, est-ce qu'on peut assumer la responsabilité de la campagne ou des conséquences du comportement ciblé? Alors là, ça peut vous paraître un peu bateau parce qu'on parle de mobilité active ou on parle de covoiturage. Donc forcément, là, ça répond au contrôle d'éthique. Mais imaginez que vous utilisiez ce modèle-là pour vendre plus de produits comme ça, ou de boissons, ou je ne sais pas quoi. Là, on va se heurter à quelques problèmes. Donc, le contrôle d'éthique, là, je vous ai mis juste 4 questions, mais c'est beaucoup plus gros normalement, c'est un espèce de garde-fou. Une fois que vous avez validé l'éthique, vous expérimentez. Donc, on utilise des méthodes, en tout cas nous c'est ce qu'on fait, une méthode scientifique pour tester les différentes interventions et voir lesquelles sont statistiquement les plus prometteuses pour changer effectivement les comportements. Et une fois qu'on en est là, on a deux possibilités. Soit on s'arrête sur une intervention qui est efficace, soit on recommence à l'étape numéro 3, donc on refait un tour, on va à nouveau mesurer les pressions et les motivations. On va préparer de nouvelles interventions, on va passer au frigo de l'éthique, on va à nouveau expérimenter, et on peut ne plus jamais s'arrêter. Une fois qu'on a l'expérimentation concluante et une intervention ou plusieurs interventions qui sont satisfaisantes, on peut passer à une mise à l'échelle. Donc globalement, c'est la méthode que nous avons développée et que nous utilisons à l'égard pour changer tous les comportements auxquels on fait face, bien sûr, mais c'est aussi une méthode que tout le monde, à son échelle, peut utiliser. Alors, il n'y aura pas forcément de méthodologie scientifique à proprement parler. Peut-être que l'expérimentation sera un petit peu difficile à mettre en place, mais ça vous permet de concrétiser les comportements et de résoudre des problèmes comportementaux un par un, pas à pas, en y voyant un petit peu plus clair. Et j'espère que vous y verrez un petit peu plus clairement. Pour conclure, 3 choses. Premièrement, étudier les comportements avant d'essayer de les changer. Très souvent, j'ai affaire à la plupart de mes clients, ce sont des administrations publiques ou des éco-organismes, par exemple. Et très souvent, quand on arrive sur un comportement problématique, il y a déjà des tentatives auparavant. Et c'est des tentatives dans lesquelles on a mis en place des trucs. Voilà, pour essayer de changer les comportements, il y a des solutions qui paraissent assez attractives, comme les nudges, par exemple. On a l'impression que c'est très facile. Voilà. Donc ça ne fonctionne pas comme ça. Donc étudier les comportements avant d'essayer de les changer. Attention au piège des incitations financières. Ça, on a compris pourquoi. Et l'expérimentation fait ressortir les paradigmes qui fonctionnent et aussi, ce n'est pas écrit, mais ça fait aussi ressortir les paradigmes qui ne fonctionnent pas. Et ça, c'est un truc très important parce que très souvent, pour changer les comportements, on pense avoir la solution, on pense comprendre les choses et on part comme ça, parfois droit dans le mur avec notre solution. Le fait de pouvoir l'expérimenter, eh bien, ça permet d'apporter des conclusions scientifiques, statistiquement viables, savoir si la solution qu'on avait en tête est une bonne solution ou non. Et parfois, ça permet d'éviter des dépenses astronomiques. Voilà, c'est tout pour moi. Si jamais vous êtes intéressé, si vous flashez le QR code, vous allez télécharger la présentation sur laquelle j'aurai écrit un peu plus de trucs. Et maintenant, si vous avez des questions, je suis là. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des réactions? Juste là, moi. Oui, bonsoir. Didier Taillard, Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté. Moi, je suis directeur adjoint des transformations et des solutions clients. Alors, Sylvain et moi, Sylvain qui est
à mes côtés. On a beaucoup travaillé sur l'élaboration du plan de mobilité de l'entreprise. Et je voulais avoir votre regard sur ce que j'appelle moi la technique des petits pas pour changer les comportements. On fait le constat, si vous voulez, qu'en matière de mobilité, je pense qu'il ne faut pas chercher, si je prends une semaine de déplacement domicile-travail, je ne suis pas sûr qu'il faille essayer de changer les habitudes de nos collaborateurs, si vous voulez, sur une semaine entière, mais plutôt se dire que chaque journée au cours de laquelle le collaborateur va changer de mode de déplacement, c'est déjà une petite victoire. Je voulais un peu votre avis sur cette idée des petits pas dans les changements des comportements. Alors, il y a un principe qui est celui de l'engagement, et j'ai parlé tout à l'heure du livre du petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, et à l'intérieur, ils font état d'une technique qui s'appelle le pied dans la porte. Donc, on reste vraiment sur les thématiques de mobilité, le pied, pas, etc. Le fait de faire des petits comportements ou des comportements qui ont un impact assez réduit d'abord, ça permet d'engager sur d'autres comportements ultérieurs. Après, je ne peux pas vous apporter une réponse claire et nette là sur l'efficacité d'une telle méthode parce que ça dépend d'énormément de variables sur le terrain. Est-ce que c'est imposé ou est-ce que c'est des solutions co-construites? Est-ce que vous avez mis en place une incitation financière qui pourrait justifier le fait que ces petits pas soient pris mais que les plus gros pas ne soient pas effectués ultérieurement? Donc, il y a plein de choses, mais globalement, je dirais que oui, c'est plutôt une bonne méthode d'essayer de voir ce qui est facilement réalisable. Après, on monte d'un cran, ce qui est un peu moins facilement réalisable. Ensuite, on monte d'un cran pour arriver au comportement final qui serait idéalement une mobilité active complète ou du covoiturage complet. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres réactions? Juste derrière. Moi, merci pour votre présentation. Moi, ce qui m'interpelle, oui, c'est le lien, votre réticence par rapport aux incitations financières. Par exemple, donc, vous déconseillez, donc moi je travaille dans un territoire, la communauté de collectivités du droit, donc c'est aussi en tant que collectivité, je trouve que c'est intéressant. Donc vous déconseillez la mise en place d'incitations financières? Non, je déconseille de faire reposer toute votre intervention sur une incitation financière. Vous avez vu l'exemple que j'ai donné avec les crèches à IFA, tout le truc reposait sur une taxation du retard. S'il y avait eu de la sensibilisation, s'il y avait eu d'autres leviers psychologiques avec, ça aurait donné un résultat complètement différent. Donc, il y a même dans certaines situations dans lesquelles je trouve ça, c'est un point de vue personnel cette fois-ci, mais même moral d'avoir une incitation financière parce que ça permet quelque part des économies. Donc, il faut également en faire profiter ceux qui permettent l'économie par leur changement de comportement. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser d'incitation financière, mais je dis qu'il ne faut pas faire reposer tout le processus de changement comportemental sur les incitations financières. Parce qu'il y a, ce que je vous ai présenté avec les comportements régis par des normes sociales ou des normes de marché, et il y a aussi tout un pan théorique en psychologie sociale qui parle d'internalisation des raisons pour lesquelles on change de comportement. On a en gros des raisons qui nous sont propres et des raisons extérieures. Les changements de comportement qui durent dans le temps, en général, émanent de raisons qui nous sont propres. De volonté personnelle, peu importe le nom qu'on met ça, ce sont des raisons qui nous sont internes. Si vous rémunérez un changement de comportement, c'est une raison externe. Les changements de comportement qui font suite aux raisons externes durent moins dans le temps, généralement. Donc, utiliser des incitations financières, oui, mais il ne faut pas faire reposer toute l'intervention sur les incitations financières. Est-ce que ça répond à votre question? Okay. Merci. Question. Bonsoir, merci. J'adore ce genre de présentation. On essaie de comprendre qui on est à l'intérieur, on fait des choses ou pas. C'est vraiment passionnant. Merci. Donc merci. Merci aux organisateurs aussi. Et moi, je travaille à la FUB, Fédération des usagers de bicyclette. Mon boulot au quotidien, c'est d'essayer de convaincre les collectivités d'engager le vélo. Pour moi, c'est pour les enfants, pour leurs enfants, mais ça peut être aussi pour leurs agents, etc. Et il y a deux choses que je remarque. C'est par rapport à l'exemplarité, que vous avez relativement peu abordé là. Je remarque que moi, même, quand j'arrive à vélo, pour rencontrer une collectivité, je me sens carrément plus légitime, carrément plus convaincant, et je me sens droit dans mes bottes, et j'aime cette posture-là.
Parfois, dans certains coins de région, il y a peu de transports en commun et c'est difficile de mettre le vélo dans toutes les... Voilà. Et du coup, parfois, je loue une voiture et j'arrive en voiture. Je me gare sur le parking et en général, une fois sur deux, mon ressenti à la fin de la rencontre de la collectivité, c'était moyen, quoi. Et je pense que ça vient de moi, de ma capacité à ne pas accepter de parler de vélo et de ne pas venir à vélo. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je remarque aussi que quand je rencontre un élu ou un agent qui fait du vélo, je ne le sais pas avant, hein, ou rarement, mais qui me dit, moi je fais du vélo, ou j'aime faire du vélo en tourisme, ou pour le domicile de travail ou autre, mais même si ce n'est pas forcément la personne la plus concernée ou légitime pour le sujet, même si ce n'est pas son poste, je pense, j'ai l'impression que la collectivité va plus être embarquée par le projet, va plus être convaincue par l'histoire, parce que la personne en question, j'ai l'impression, va avoir la capacité, par son exemplarité, à transmettre ça à ses élus, à ses collègues, etc. Et du coup, je voudrais avoir votre regard sur ça, sur l'exemplarité ou le partage de posture, quoi, la capacité à partager de posture en fonction de son action. Ok, alors, déjà merci pour vos compliments, c'est très utile. Concernant l'exemplarité, je partage votre point de vue, c'est pour ça que je suis venu en vélo, déjà. Mais oui, effectivement, après, ça, c'est des ressentis qui sont propres à chacun et je trouve ça logique. Après, je ne sais pas s'il y a des explications psychologiques derrière, très certainement, je ne les connais pas, qui expliquent pourquoi on se sent plus légitime de parler de vélo quand on arrive à vélo. Pour le deuxième point, je partage également votre impression à titre personnel, mais là, sur le plan de la psychosocial, on répond un petit peu à ça parce que les attitudes influencent les comportements. Donc, si je suis convaincu qu'il faut prendre le vélo, j'aurai quand même plus de probabilité de prendre mon vélo que si je pense que le vélo ne sert à rien. D'accord ? Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Les comportements renforcent nos opinions. Donc, si je fais du vélo tous les jours, et ça, je suis sûr que ceux qui pratiquent ici ne disent pas le contraire. Si je fais du vélo tous les jours ou je prends mon vélo pour n'importe quel de mes déplacements, eh bien, ça va renforcer ce que je pense à propos de la nécessité d'utiliser son vélo pour les déplacements. Et c'est pareil pour le covoiturage, c'est pareil pour tout type de mobilité active et c'est pareil en fait pour tout type de comportement. C'est une espèce de boucle. On pense à un truc, donc si jamais ça se transforme en comportement, le fait de réaliser ce comportement, ça va venir renforcer notre attitude, qui va ensuite renforcer l'exécution du comportement, c'est une boucle. Ce qui illustre pourquoi des fois on a des personnes qui sont à fond dans un comportement, à fond de vélo partout tout le temps et qui le pratiquent réellement. Psychologiquement, ça suit une certaine logique. J'espère que je réponds à vos deux questions. Pour la première, désolé, je n'ai pas de réponse théorique, mais en tout cas pour la deuxième, c'est ce que je pense. Merci. Est-ce qu'il y a encore des réactions, des envies de partager aussi c'est ce que vient de faire Jean-Marie. Bonjour. Donc moi, je suis localisée dans le Clunisois, donc dans un territoire où il y a pas mal de dénivelé. En fait, c'est plus une petite aide, on va dire, à des réactions que j'ai entendues. J'utilise un vélo électrique où j'habite. Et souvent, quand j'arrive à des réunions en vélo, je suis conseiller municipal, par exemple, etc., on me dit ah oui, mais t'as un moteur. Donc, voilà, je touche un peu selon le niveau de fatigue, j'arrive à réagir ou pas sans être trop agressif, on va dire. Ça, c'est la première chose. Donc là, bon voilà, je vous livre ça. Et la deuxième réaction qui m'interpelle un petit peu sur les cyclistes, c'est des amis qui font du vélo de manière sportive. 150 km par jour, voire plus, etc. Mais qui, quand ils vont avoir la possibilité de se déplacer en vélo pour aller d'un point A à un point B pour un déplacement utilitaire, vont prendre la voiture. Et là, pardon, c'est marrant. Vous ne comprenez pas. Ouais. Merci. Oui, merci pour vos questions. Pour la deuxième question, on a tendance à compartimenter. Donc le vélo pour le plaisir, ce ne sera pas forcément la même chose, le même comportement, la même sphère d'idées que le vélo pour se rendre au travail ou que le vélo pour aller faire des courses, par exemple. Parfois aussi, alors ça je me remettrai aux experts ici présents, mais le matériel est peut-être un peu différent aussi.
Mais toujours est-il que si on reste sur les théories de sciences comportementales, oui, on compartimente nos comportements. En fait, la façon dont on va conceptualiser le vélo et le fait d'utiliser le vélo pour le plaisir et faire 150 km, ce sera dans une autre case que utiliser le vélo pour aller faire ses courses ou pour aller au travail. Et parfois, ces cases-là, elles sont très séparées et ça paraît inenvisageable d'utiliser son vélo pour aller au travail. Et donc, toutes les interventions, tout le travail de sensibilisation sera aussi à faire sur ce genre d'individus, parce qu'au final, le comportement d'utilisation de vélo au quotidien, il n'est pas là. Donc, il faut en gros faire comme s'ils ne pratiquaient pas du tout de vélo, en quelque sorte, si on veut changer ce comportement d'utilisation du vélo au quotidien. Et pour votre première question, je pense qu'ils sont jaloux, en fait. Vous avez un vélo électrique, laissez-les parler. Merci. On va prendre encore une question et puis après on passera à la table ronde. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez sur le vélo et notamment l'exemplarité. Je pense qu'il y a une notion qui est liée à l'exemplarité, c'est celle du bien-être également. Quand on regarde les différents modes de déplacement, la voiture, zéro bien-être, par contre le vélo, la marche à pied, et je pense que c'est traduit aussi dans cette notion d'exemplarité. Quand on a construit notre plan de mobilité, on a travaillé ce sujet finalement, quel est le mode de déplacement qui est synonyme de bien-être, et bien évidemment le vélo, et on a vraiment voulu le mettre en avant parce que je pense que c'est lié. J'avais une deuxième remarque. Vous avez parlé de l'autosolisme tout à l'heure. On a une difficulté quand même, c'est l'image qui est véhiculée par la voiture. Quand on parle de mobilité alternative, de mobilité douce à quelqu'un qui a une belle grosse voiture et qu'on est très fier, voilà, on a des interlocuteurs qui ne sont pas forcément concernés. C'est un peu comme les éoliennes, c'est bien, mais chez les autres, quoi. Donc, en fait, il y a cette difficulté qui est liée à l'image. Je ne sais pas quel est votre regard et comment, finalement, aborder cette thématique de l'image de la voiture. Alors, pour aborder la thématique de l'image de la voiture, je ne sais pas. Voilà, si je réponds clairement. Mais par contre, ce que je sais, c'est que ça appartient à la sphère de la sensibilisation. Donc, il doit y avoir des études portées spécifiquement sur cette thématique-là et qui doit même mesurer l'influence de l'image de la voiture sur le comportement d'autosolisme, entre autres. Je sais qu'il y a des études, un de mes collègues a fait une thèse là-dessus, sur ce qu'on appelle les catégorisations sociales. Donc, en gros, on a tendance à créer des groupes d'individus. On fait partie d'un groupe d'individus où on n'en fait pas partie. Et cette tendance à la catégorisation sociale, elle a lieu également derrière notre volant, ce qui explique les différents comportements parfois agressifs envers d'autres usagers, envers les vélos par exemple. Donc, dans ce champ théorique-là, il y a des études qui ont été menées sur l'image de la voiture et l'impact sur cette catégorisation sociale. Pour le reste de votre question, malheureusement, je n'ai pas les connaissances pour. Et pour la première partie, vous parliez du bien-être. Ouais. Et là, c'est pareil, en fait. Le bien-être, c'est un argument, donc ça va permettre de changer les opinions et les attitudes vis-à-vis de la pratique du vélo. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est un des arguments les plus efficaces pour convaincre à l'utilisation du vélo un peu plus fréquente, quel que soit le déplacement vélo, que ce soit des trajets pendulaires ou même pour la balade. L'argument du bien-être, c'est l'argument le plus efficace pour convaincre. Et après, c'est ce que je vous ai dit pendant 35-40 minutes, convaincre ne suffit pas. Merci. On va prendre une dernière question juste là. Ouais, merci. Et puis après, on passera à la table ronde. Merci, Lucie Cousin. Je m'occupe d'un programme qui s'appelle Objectif Employeur Pro Vélo, donc pour donner envie aux employeurs de lancer une culture vélo dans les entreprises ou les collectivités. Et je voulais rebondir sur ce que disait monsieur concernant le bien-être. Moi, j'ai remarqué que bien souvent, cet argument du bien-être, il est perçu chez les personnes qui l'utilisent déjà, il est très très bien compris, et aussi sur le sas de décompression, sur ce que permet le vélo, mais quelqu'un qui n'a jamais testé a du mal à imaginer que vous êtes heureux à vélo, en fait. En fait, il se prend la pluie, il arrive, ils sont quand même plus rouges que nous quand ils arrivent au boulot. Et en fait, j'ai remarqué que c'est qu'en essayant, et avec des groupes moi, de personnes qui ont essayé, qui disent en fait, c'est vachement sympa. Mais
c'est dur de dire que c'est un argument qui fonctionne parce que moi, je trouve que le bien-être, on n'arrive pas à le transférer par la parole, mais juste par l'essai. Ce qui fonctionne bien comme argument, ce sont les arguments économiques aussi. Mais dans la littérature scientifique, de ce que j'ai pu en lire, l'argument de la santé est celui qui a le plus de répercussions, non pas sur les comportements, sur le fait que les gens disent « Ok, ben, vous m'avez convaincu, je vais prendre mon vélo », mais sur les intentions comportementales. Donc sur le modèle, c'est l'étape juste avant. Et il existe quand même un écart entre ce qu'on a l'intention de faire et ce qu'on fait vraiment. Toujours est-il que vous avez raison. Encore une fois, c'est pas suffisant d'utiliser même les meilleurs arguments pour chercher à changer les comportements. Et le fait de faire essayer, c'est un processus d'engagement. On fait faire quelque chose à la personne. Et c'est une des meilleures méthodes, un des meilleurs leviers psychologiques et comportementaux pour changer effectivement les comportements. Là, je pense que je vous apprends rien, mais vous pouvez passer votre vie à essayer de convaincre quelque chose. Si vous le faites faire, vous aurez beaucoup plus de probabilités de vraiment changer les comportements. Donc, je rejoins sur votre explication. Si je peux ajouter un dernier. C'est sûr, hein, quand ça intéresse, c'est sûr. Hein. Sur le sujet. Ouais, je vous rejoins. Alors, je pense qu'au-delà de tout ce qu'on s'est dit, je pense qu'on est truffé d'a priori et de croyances. Et que finalement, pour arriver à convaincre, il faut qu'on arrive à lutter contre ces croyances. On a réalisé des interviews auprès de nos collaborateurs. On a un collaborateur qui est très pro-vélo, qui vient tous les jours à vélo. Et il m'a livré une chose. Alors, on est dans une région, là, la météo, elle est ce qu'elle est. Et il me dit, j'ai fait un calcul, donc on travaille à peu près 206 jours par an. Et il me dit, en fait, j'ai été mouillé 20 fois dans l'année. Simplement parce qu'effectivement, il peut pleuvoir à un certain moment de la journée, mais ce n'est pas le moment où il circulait à vélo. Et en fait, sur 206 jours de travail, il a été mouillé 20 fois. Et je pense que c'est un super argument pour lutter contre ces croyances et ces a priori. Ce qui veut dire qu'il ne peut que 35 jours par an, Lyon. Pas mal. Merci beaucoup. On va passer à la table ronde parce que je vois le temps qui file, mais on va garder Dimitri Verneau qui va venir s'installer en face là-bas. Et super, tu as déjà passé la slide. Je vais inviter donc Sylvie Doison de Atoll, conseiller de développement, pour cette table ronde, Carole Zaquin pour le parc naturel régional du Haut-Jura et Laure Springer de la région Bourgogne-Franche-Comté à venir s'installer. Vous avez le micro juste là et nous on va s'installer en face. Voilà, ce sera plus pratique. Hop. Donc on passe donc à cette table ronde. Et on va démarrer. Donc, cette table ronde, l'idée, en fait, c'est. Donc là, on a démarré avec Dimitri, avec un peu on a pris de la hauteur, et là, on va revenir sur notre territoire. Alors, même si les exemples américains étaient parfaitement choisis, on va prendre des exemples sur notre territoire aussi. Et donc, on va démarrer avec Sylvie Doison, d'Atoll conseiller développement, qui va nous présenter. Hop, son entreprise, et puis on parlera un petit peu de retour d'expérience sur les actions en faveur de la mobilité. Bonsoir à tous, donc Sylvie Doison, je suis responsable RSE chez Atoll Développement depuis peu, puisque je suis arrivée seulement cet été. Donc un petit slide pour vous présenter rapidement notre entreprise. Donc Atoll Conseil Développement, nous sommes une entreprise de services numériques qui a pour particularité d'être spécialisée dans l'open source tout d'abord, et d'avoir plusieurs domaines d'expertise. On travaille beaucoup pour les collectivités locales, puisqu'on est notamment spécialisé dans la dématérialisation des processus documentaires, la conception d'applications métiers spécifiques sur mesure, donc web ou mobile, la conception de portails de services aussi en ligne, tout ce qui est business intelligence, gestion de la donnée, et puis hébergement applicatif lorsque nos clients le demandent. Donc Atoll génère en 2023 un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros, avec une particularité qui est celle de grandir très très vite, puisque nous avons doublé nos effectifs tous les 5 ans depuis 2013. Donc nous étions 50 en 2013, 100 collaborateurs en 2018 et 200 collaborateurs en 2022. Nous avons 6 agences. Notre siège est situé à Gevrey-Chambertin, ce qui est assez atypique pour une entreprise numérique. En général, elle se situe plutôt sur la métropole de Dijon. Nous avons donc 2 agences dans le centre-ville de Dijon, une à Besançon, et puis 2 agences commerciales, une à Lyon, l'autre à Paris.
Et puis, donc, la particularité aussi d'Atoll, c'est de mettre vraiment le capital humain au cœur de sa stratégie et de sa démarche RSE, qui repose aujourd'hui sur 4 piliers. Bien sûr, l'éco-conception logicielle et numérique responsable, l'égalité et la diversité des chances, le bien-être et la qualité de vie au travail et l'ancrage territorial, ce qui nous amènera certainement à aborder un certain nombre de sujets par la suite. Merci beaucoup. Donc oui, on a demandé donc à Madame Doison de venir un petit peu parler notamment de ce qui est mis en place au sein d'Atoll pour faire peut-être changer les comportements sur ces questions de mobilité. Je crois qu'il y a pas mal de choses que vous mettez en place. On en a parlé un petit peu. Peut-être on peut parler déjà d'organisation du travail. Je crois que chez vous, il y a des choses qui sont mises en place pour avancer sur ce sujet. Tout à fait. Donc, alors, on met en place une incitation financière. Je fais un petit clin d'œil à Dimitri. Puisqu'on a fait le choix depuis de nombreuses années de porter la prise en charge au frais d'abonnement au transport en commun à 75%. Le minimum légal, c'est 50%. Et puis, en termes d'aménagement du temps de travail, on a aussi un système très particulier, puisque depuis 2001 déjà, on a mis en place les horaires de travail flexibles pour nos collaborateurs. C'est-à-dire qu'on a 2 plages horaires fixes, le matin de 9h30 à 11h30 et l'après-midi de 14h à 16h. Et ensuite, nos collaborateurs peuvent caler leurs horaires d'arrivée au travail ou de départ du travail librement en dehors de ces plages horaires fixes. Ce qui va leur permettre de pouvoir caler leur heure d'arrivée sur un train, sur une possibilité de covoiturage, et idem pour les départs en fait. Et ça, on en a parlé ensemble en préparant, mais ça, vous avez vu changer. Est-ce que ça a mobilisé beaucoup au sein de votre entreprise? Est-ce que ça a permis aussi de faire avancer les choses sur ces questions de mobilité? Vous voyez beaucoup d'investissements sur ces trajets domicile-travail qui changent avec cette organisation du travail différente? Alors ça, c'est quelque chose qui est en place quasiment depuis l'origine de l'entreprise, donc on ne peut pas dire qu'on ait vu un changement particulier à ce niveau-là, mais c'est vrai qu'on a aussi d'autres choses qui sont en place. Par exemple, tous nos sites sont équipés de douches, ce qui permet aux cyclistes de se doucher en arrivant le matin s'ils ont pris l'eau, s'il fait chaud, etc. Donc en fait, on essaie vraiment de s'inscrire dans une démarche beaucoup plus globale, qui implique de l'organisation, des infrastructures. On fait aussi attention, par exemple, au poids des ordinateurs et de nos collaborateurs pour qu'ils puissent venir à vélo plus facilement, les équipes de sacs robustes aux intempéries, etc. Enfin, voilà, on essaie vraiment d'avoir une démarche très globale autour de cette problématique de la mobilité. Ok, et on avait aussi, et je vous ai contacté aussi pour ça, parce qu'on avait vu que vous avez aussi travaillé avec une collectivité sur le secteur de Gevrey, parce que je crois que vous êtes à proximité d'une gare, et voilà, pour sécuriser un petit peu les choses et faciliter le trajet des collaborateurs et l'usage du train, il y a quelque chose qui a été mis en place avec la collectivité. Tout à fait. Donc, ce que je disais tout à l'heure, on a fait le choix d'implanter le siège d'Atoll, non pas dans la métropole, mais vraiment à la campagne, à Gevrey, à proximité d'une gare TER. Donc, par contre, on est à peu près à 1 kilomètre de cette gare TER et il se trouve qu'on est dans une zone artisanale et que les cheminements n'étaient pas terminés. Donc, il n'y a pas de piste cyclable qui reliait cette gare à notre site, ni de cheminements piétonniers. En tout cas, sur une partie du trajet, mais pas sur la fin du trajet. Et c'était quand même assez dangereux pour nos collaborateurs de faire ce trajet à pied. Il y a des camions qui passent le long de cette route. Et donc, à l'époque, M. Porchereau, notre président, a travaillé avec la mairie de Gevrey-Chambertin pour cofinancer ensemble un cheminement piétonnier entre notre site et pour relier en fait notre site au cheminement piétonnier qui était déjà en place sur d'autres parties du trajet, et pouvoir sécuriser ce cheminement-là. Et ça s'est fait vraiment au niveau local, puisque c'est un paysagiste implanté à 200 mètres de notre bureau qui a réalisé les travaux. Ok, super. Et je crois, sans dévoiler quoi que ce soit, vous êtes nommé sur un prix tout à l'heure. Et bizarrement, c'est le prix de transport en commun. Donc peut-être que ce chemin a aidé à faire certaines choses. Je me tourne vers Dimitri, est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ce qui vient de présenter? Vous avez parlé d'incitation financière. Là, en fait, ce que vous avez fait, c'est pas vraiment une incitation financière. Vous remboursez 75% du prix des déplacements des transports en commun. Donc là, il n'y a pas de gain en fait à adopter ce comportement-là. Donc ça rentre dans la case des incitations financières, mais on ne promet pas quelque chose en plus, on évite quelque chose en moins. Donc effectivement, encore une fois, c'est de l'incitation financière, mais c'est pas là-dessus que repose votre démarche.
Et c'est juste un accompagnement supplémentaire ou un signe de bonne volonté de la part de l'entreprise pour permettre de rendre encore plus accessible le comportement. Donc, encore une fois, hein, j'ai rien contre les incitations financières, il n'y a pas de problème avec ça. Mais ici, on voit que vous ne reposez pas toute votre intervention sur les incitations financières. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Merci. Je me tourne vers la salle. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions par rapport à ce qui est mené chez Atos Conseil et Développement, une envie de partager aussi des initiatives, merci Estelle, une envie de partager des initiatives identiques dans vos entreprises, dans vos établissements? Non. Je crois qu'il faut rester dans ce coin-là pour le début, puis après ça va. Je voulais savoir si vous aviez mené des campagnes de formation auprès de vos salariés pour l'usage soit du trajet train plus vélo ou une fois arrivé à la gare pour rejoindre la zone d'activité. Alors, sur notre site de Jugreuil, non, il n'y a à ma connaissance pas eu de formation particulière. En revanche, pour le site du centre-ville de Dijon, je crois qu'il y avait eu une sensibilisation qui avait été faite avec Livia à l'époque. Ça date d'il y a 2 ans, je crois, quelque chose comme ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, d'autres questions? Non, monsieur. Merci, bonjour. Moi, je travaille sur un site qui est à Bretonnière, donc c'est 10 km de Dijon, côté sud-sud-est. Et ça m'intéressait la problématique de liaison entre gare et site, parce que souvent les gares on va dire rurales sont prévues pour être accessibles en voiture, mais pas tellement à vélo. Et nous, on a une problématique quand même assez importante là-dessus. C'est pas très loin, mais c'est sur une route, grande ligne droite, les gens roulent vite, et c'est un obstacle pour pas mal de personnes. Oui, clairement, nous, ce qu'on a pu observer, c'est qu'à partir du moment où on a sécurisé ce cheminement piétonnier, on a eu plus de collaborateurs qui venaient en train. Donc, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est à réfléchir, ce concept d'intermodalité, en fait. Si on veut implanter des entreprises dans les territoires, à proximité des gares, il faut aussi que toutes les infrastructures autour soient pensées. C'est la mobilité, ça va un petit peu au-delà du simple moyen de transport pour aller de A à B, il y a tout ce qui va autour. Si je viens en vélo, il faut que je puisse attacher mon vélo, il faut de préférence qu'il soit abrité de la pluie. Voilà, j'ai beaucoup de collaborateurs qui disent, moi j'ai un vélo électrique, j'ai envie qu'il soit abrité, etc., etc. Donc il y a aussi tout cet aspect-là à penser, je pense, autour de la mobilité, effectivement. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, peut-être aussi des autres intervenants, peut-être à poser? Pas forcément. Ah, merci. Bonjour, bravo, c'est très bien. Je me posais la question sur la piste cyclable. Qui vous êtes-vous adressé pour cofinancer ce projet? Combien de temps ça a mis et combien de kilomètres ça a représenté? Alors, c'est pas une piste cyclable à proprement parler, c'est un petit chemin blanc, en fait, en gravillon. À vue de nez, il doit faire 400-500 mètres, parce qu'il y a une partie qui était déjà faite. Et ça a été cofinancé par notre entreprise et par la mairie de Jugreuil-Chambertin à l'époque. Donc, c'est vraiment un financement public-privé. C'était en 2016. Je ne saurais pas vous dire, parce que je n'étais pas dans l'entreprise à l'époque. Il y aura aussi un compte-rendu de ces échanges avec les contacts des personnes qui sont présentes. Donc, quand il y a des questions auxquelles on ne peut pas forcément répondre, il y en aura d'autres ce soir, je pense qu'il y en aura d'autres. Voilà, n'hésitez pas et vous pouvez faire appel aussi à nous si vous avez besoin de contacts pour échanger entre vous suite à ce qu'on aura vu aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres échanges, questions ou remarques devant? Ah, déjà là, et puis après. C'était juste une remarque par rapport au témoignage. Effectivement, vous soulevez un point qui me semble assez important sur la coopération que vous avez avec la collectivité, effectivement, qui est en charge de l'aménagement public pour faciliter les déplacements dans l'entreprise. Je ne sais pas si Dimitri peut vous éclairer sur cette question de partenariat, de coopération, sur les changements de comportement. C'est-à-dire, effectivement, comment massifier, en fait, ça. C'est-à-dire, que là, on a une entreprise qui est volontaire, qui a besoin d'aménagement pour encourager le changement de pratique dans les entreprises. Comment on fait pour changer d'échelle, c'est-à-dire passer d'une initiative individuelle à un engagement plus massif et plus collectif, et vice-versa. Comment les collectivités, alors on aura des témoignages de collectivités après, qui mettent en place des aménagements qui permettent derrière d'engager des initiatives individuelles. Cette notion de coopération, en tout cas sur le témoignage que vous évoquez, me semble assez
essentiel et c'est un petit peu toute la dynamique qu'on souhaite porter à travers le challenge de la mobilité. Alors la question, c'est comment massifier. Alors, pour répondre à cette question, il y a surtout des aspects logistiques, des partenariats avec les collectivités locales, avec des entreprises aussi parfois. C'est pas du tout la psychologie. Sur ce plan-là, je ne pourrais pas trop vous aider ou apporter quoi que ce soit. Par contre, quand il s'agit de massification, admettons qu'en effet, là on a repris le modèle en cette étape, qu'on ait fait une expérimentation, qu'il y ait une intervention type qui fonctionne bien. La massification consiste juste, entre guillemets, à appliquer cette intervention sur toute la population ciblée. Je vais prendre un exemple. Si on veut faire quelque chose sur la population d'étudiantes et d'étudiants à l'Université de Bourgogne, on va d'abord faire des interventions sur une toute petite partie, si possible représentative, de cette population-là. Donc on a un échantillon d'une centaine, 200, 300 personnes. Et si ça fonctionne, on massifie. Et après, on ne peut pas massifier au-delà de l'université, des étudiantes et des étudiants de l'Université de Bourgogne, pour la simple raison que ce n'est pas du tout la même population, ce ne sont pas les mêmes contraintes au niveau technique, au niveau de l'environnement, etc. Donc on ne peut pas faire la même chose et copier ailleurs. Il faut, si par exemple vous me dites, maintenant on fait la même chose avec les étudiants de je sais pas moi, à Brest, de l'Université de Brest, eh ben, on ne pourra pas faire exactement la même chose et directement massifier sur ces étudiants-là. On va refaire une expérimentation pour voir si tout fonctionne, et si ça fonctionne, on massifie. Voilà. Donc, après, par contre, pour tout ce qui est de mettre en œuvre, mettre en route les choses du côté technique, logistique, aucune idée. Merci. Monsieur, et après on passera au second témoignage. Alors moi, je vous ai écouté attentivement parce qu'on a le même modèle de fonctionnement en termes d'organisation du travail, à savoir des horaires variables. On est allé aussi jusqu'à du télétravail. Alors c'est un peu le Covid qui a initié les choses, mais d'accord, le télétravail, il est inscrit maintenant. Moi, on rembourse également à hauteur de 70% les abonnements de transport en commun. On est juste un tout petit peu moins généreux. Mais alors, il y a un verbe que vous avez utilisé qui, à mon sens, est extrêmement important. Vous avez dit qu'il faut penser quand on traite des sujets de mobilité. Moi, l'expérience m'a appris une chose, c'est quand on aborde une idée sur la mobilité, c'est qu'il ne faut pas se contenter de cette idée-là, mais il faut en tirer toutes les ficelles, regarder tout ce qui est périphérique à l'idée majeure sur la mobilité. Vous avez parlé des douches. Quand on a abordé le sujet des déplacements à pied, des vélos, nos collaborateurs nous ont dit « Ah ouais, mais il serait bien qu'on ait des douches ». Et on s'est aperçu, en creusant un petit peu aussi, que les douches, il fallait qu'elles soient à l'entrée de l'entreprise. Le collaborateur, il ne souhaitait pas traverser tout le service pour être visible, transpirant, etc. Mais si on veut que ça marche, en fait, il faut vraiment tirer les ficelles de l'idée majeure. Et j'ai bien aimé cette idée du verbe penser, finalement, parce que je crois que c'est la clé de toutes les idées qu'on souhaite développer. Merci, je pense que c'est l'écoute aussi qui est importante, en fait, c'est se mettre à l'écoute des collaborateurs qui ont des pratiques parfois auxquelles on n'aurait pas mis pensé, dans un schéma un peu différent, et puis de voir si ça correspond à ce que souhaite une majorité ou pas. Merci beaucoup, Madame Jason, pour ce témoignage. On va passer à Laure Springer alors j'espère que j'écorche pas votre nom, pourtant ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble. Parce que Laure connaît très bien le challenge de la mobilité, puisqu'elle est membre du comité de pilotage depuis ses débuts. Et donc, aujourd'hui, on l'a sollicitée pour parler. Alors, je crois que c'est une nouvelle application qui a été lancée en septembre. Et en fait, c'est sur la thématique du covoiturage, parce que, bien sûr, le challenge de la mobilité, alors il y a un prix covoiturage tout à l'heure, mais on sent bien que c'est un besoin sur certains territoires, et une réalité aussi. Et donc, voilà, on va vous laisser présenter cette nouvelle application. Donc bonjour, Laure. Moi je suis chargée de mission mobilité à la région de Vienne-Franche-Comté. Et donc j'ai déjà eu l'occasion d'échanger à maintes reprises sur le covoiturage avec pas mal de collectivités qui sont aujourd'hui présentes. Je pense que c'est le message. Et donc voilà, la région, outre je dirais les transports vraiment très structurants qu'on utilise tous au quotidien et qu'on connaît tous, donc les TER, les lignes interurbaines, les transports scolaires, etc.
œuvre à développer et à créer une dynamique de covoiturage en région Bourgogne-Franche-Comté. Donc pour cela, on a un outil qui s'appelle le covoiturage Bopico, qui est un système de mise en relation pour favoriser le covoiturage en région, qui est mis gratuitement à disposition de tous, donc habitants, collectivités, entreprises, et qui fonctionne donc sous la forme historiquement d'une plateforme web, mais également depuis septembre 2023 sous la forme d'une application mobile disponible sur Android et sur iPhone. Et donc le système, qui est un système de mise en relation tout à fait classique, sous forme de dépôt de petites annonces, va permettre de créer des appartements en région. On propose également 2 modules, donc un module communauté, donc là qui va s'adresser tout particulièrement à une zone d'activité par exemple ou à une entreprise. Et le rôle en fait de cette communauté, c'est de favoriser le covoiturage entre personnes utilisant une même origine-destination et aussi de permettre à finalement lever les freins psychologiques qu'il peut souvent y avoir dans la pratique du covoiturage. On peut également relier sur cette application les événements que vous pouvez avoir localement, que ce soit des manifestations culturelles, des événements sportifs, des forums de l'emploi, etc., pour favoriser la venue de vos citoyens en covoiturage sur vos sites. Également, donc, on a mis en place, issu du plan national de covoiturage, une incitation financière. Le projet, je précise, c'est important, est financé aussi par les fonds verts covoiturage. Et donc, on propose depuis septembre, donc c'est aussi quelque chose de nouveau, une incitation financière. Donc, c'est la prime de certificat à l'économie d'énergie, donc CE. Donc, c'est une prime allouée aux conducteurs de 100 € à partir de 10 trajets court covoiturage réalisés, donc inférieurs à 80 km, ou alors 3 trajets de longue distance, donc supérieurs à 80 km, donc qui est alloué au conducteur dès lors qu'il a rempli ces critères. Et également, pour information, donc voilà, dans l'objectif de créer des dynamiques et d'accompagner les territoires, on a ouvert le recrutement de 2 agents donc, dédiés à l'animation du covoiturage en région. Et le rôle souhaité, c'est finalement de pouvoir les mettre à disposition de vos entreprises et de vos territoires pour voilà, créer, je dirais, des animations un peu plus ludiques, donc des stands, des animations, et pouvoir, je dirais, faire émerger une pratique collective localement en lien avec les collectivités. Merci beaucoup. Bon, je me tourne déjà en premier vers Dimitri, parce que c'est sûr que l'histoire de l'incitation financière, là, c'était forcément, et c'est intéressant, c'est qu'en fait, chacun en fait, a ce petit outil dans son sac d'action pour essayer de faire changer les pratiques. Une petite réaction à cette présentation? Merci. Donc, effectivement, j'ai noté une incitation financière, vous l'avez dit, mais apparemment, ça fonctionne. Votre programme fonctionne et ça amène des changements de comportement. Et une des raisons pour lesquelles ça fonctionne, je pense, par rapport aux incitations financières, c'est que vous avez parlé également de beaucoup de sensibilisation. Donc, je suppose qu'il y a un argumentaire assez important derrière l'application et tout ce que vous pouvez faire pour la promotion de cette application. Donc, sensibilisation pour le covoiturage. Et également, vous parlez beaucoup de communautés, de pratiques collectives, ce qui renforce également donc, les normes sociales. Ce qui veut dire que là, encore une fois, les incitations financières, contre lesquelles je n'ai rien, sont accompagnées, ou en tout cas, c'est plutôt elles qui accompagnent un processus assez global qui repose sur de la sensibilisation, donc changement d'attitude, changement d'opinion ou renforcement d'attitude sur des normes sociales. Et le fait de créer une application qui facilite le covoiturage, ça va également jouer sur le contrôle comportemental perçu. Donc en gros, là, tout ce que vous avez fait, c'est cocher toutes les cases. Et en plus de ça, vous avez créé un système d'incitation financière en plus qui va simplement venir renforcer le reste. Donc voilà, j'ai encore une fois rien contre les incitations financières, il n'y a pas de problème avec ça. Et au contraire, quand c'est utilisé comme ça, il y a de grandes chances que ce soit de plus efficace. Donc bravo pour votre application.
Nous, on avait aussi demandé de parler beaucoup de ces communautés parce que c'est quelque chose qu'on ressent aussi dans le challenge. C'est ce que vous faites de toute façon au sein de vos établissements, de vos territoires, à essayer de créer cette communauté pour faire connaître en fait ceux qui en font déjà et puis aller chercher ceux qui ont envie de le faire et qui ont l'impression qu'il n'y a personne. Donc il y avait une communauté covoiturage pour venir ce soir à la cérémonie du challenge. Est-ce qu'il y a des commentaires, des réactions, des questions à poser sur cette application, sur ce projet? Oui, allez-y. Déjà, merci beaucoup, parce que c'est exactement ce qu'on a cherché pendant un certain temps avec ma collègue RH. Moi, je suis à la RSE, on est dans le Jura, et on a constaté effectivement qu'il était très difficile, on est ordonné, de motiver nos salariés à faire du covoiturage du fait de la géographie et du confort pour certains de se déplacer. Donc on a cherché à créer une application avec une entreprise partenaire voisine au début et il y avait des frais très importants. Donc on est ravis de découvrir votre solution. Le coût nous intéresse, donc je pense qu'après c'est gratuit. C'est merveilleux, c'est incroyable. Donc on a bien entendu, c'est incroyable. Donc vraiment, voilà, on est ravis et en fait, on voulait partager deux choses en rebondissant. On n'a pas encore parlé on va préparer la participation financière avec le forfait mobilité durable. Et en fait, nous, on a mis en place du covoiturage de manière complètement informelle au tout début. Et on a mis, par exemple, des petites cartographies dans le bureau où on pouvait mettre un petit pin pour dire, voilà, je pars d'ici, je pars de là, des WhatsApp, des mails. Et en fait, ça ne fonctionne pas du tout. C'est-à-dire que nous sommes 6 fidèles à covoiturer. Et on essaie de communiquer dans le bureau, mais ça ne fonctionne pas. On a une personne qui ne fait que du vélo, et c'est pareil, elle est très engagée par son profil. Donc voilà. Et on a eu deux réactions. On a eu la réaction, notre direction se déplace en SUV tous les jours et vient. Je ne se pas les questions, donc pourquoi moi je fais? Parce qu'ils font tous d'autosolisme sauf nous. Donc j'ai eu cette réaction-là, un petit peu, voilà, je ne m'attendais pas. Donc l'exemplarité, on revient sur ce premier sujet. Et le deuxième a été sur le forfait mobilité durable, où j'ai une réaction qu'on va mettre en place à partir du 1er janvier. On va voir ce que ça donne, parce que ça va inciter plus de salariés à covoiturer, puisqu'on habite vraiment beaucoup dans la même ville. Ça va créer des inégalités, parce que moi je ne peux pas covoiturer, je ne peux pas utiliser de vélo ou venir à pied, et j'ai eu cette réaction-là aussi. Et l'idée c'est de dire, mais quelle est la solution? Est-ce qu'on ne peut pas aussi les uns les autres trouver des solutions ensemble? Voilà. Donc en tout cas, bravo, on va utiliser Mobigo dès que possible. Merci. Est-ce qu'il y a réagir à ce qui a été dit? J'ai failli vous demander votre établissement, mais vu le commentaire, je ne vais pas le faire. Je prendrai tout à l'heure. Est-ce qu'il y a tout au fond là-bas, Estelle, on peut en profiter pour remercier Estelle Chabard de la CCI qui court. On aurait dû se mettre un podomètre pour voir combien. Merci. Oui, ma question est simple. Moi, c'est la question c'est comme toute région qui est frontalière, transfrontalière, la question de l'interrégionalité. Elle est valable aussi pour les questions des transports régionaux, des TER. Moi, je suis usager entre deux régions. J'en ferai pas un roman, mais j'ai prévu, dans ma retraite, dans quelques années, de faire un roman sur la relation entre les régions au niveau des TER. C'est remarquable. Merci. Tout au fond. Ah non, mais. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me lever pour faire ce côté-là. Merci pour la présentation de cet outil. Moi, je suis du Grand Chalon, donc j'ai animé avec ma collègue qui est malade pour la cérémonie. Mais cette histoire de covoiturage, effectivement, on a essayé de faire comme vous, les PIMS, les cartographies dans les services, etc. Mais on s'est rendu compte que sur 2100 agents à gérer, qui sont répartis un peu partout sur une commune ou sur une agglomération, des fois 15 minutes de trajet entre les sites, ça freine vachement déjà au covoiturage parce qu'il faut aller 15 minutes aller et après les 15 minutes retour, donc ça fait déjà 10 minutes. Et donc ce système de communauté, si on peut le pousser jusqu'à un emplacement assez précis, ça peut être vraiment intéressant pour nous l'année prochaine de développer cet outil, d'utiliser cet outil pour notre génération du Grand Chalon. Donc merci, on va essayer cet outil l'année prochaine. Il y a pas mal d'informations sur le site directement pour avoir plus d'infos sur comment fonctionnent les communautés. Vous avez des exemples aussi. Tout à l'heure, il y avait celle du CHU à Besançon, c'est ça? Voilà, pour voir un peu comment ça fonctionne et comment c'est structuré et comment l'organiser au mieux. Les services de la région sont présents pour ça.
Est-ce qu'il y a une autre question? C'est compliqué. Bonjour, je ne pratique pas du tout le covoiturage, je suis plutôt vélo et je ne comprends pas pourquoi autant d'applications de covoiturage. J'ai l'impression qu'il y en a déjà beaucoup et une de plus et qui a l'air attendue, tant mieux, mais pourquoi? Justement, on cherche, en tout cas, c'est aussi la volonté politique de mon élu qui arrivera bientôt, c'est d'essayer de fédérer un maximum le covoiturage via une seule et unique plateforme. Et donc, c'est ce qu'ambitionne de faire Mobigo, c'est de mettre à disposition gratuitement cette plateforme, au contraire de Caros, etc., qui propose contre rémunération, mettre à disposition cet outil, en faire la promotion auprès des collectivités avec lesquelles on travaille au quotidien, pour pouvoir se fédérer toutes autour d'un outil, parce que c'est qu'en arrivant à se fédérer sur un seul et même outil qu'on atteindra des masses critiques et qu'on trouvera plus facilement les appartements sur une région, c'est un très large secteur géographique. Donc c'est vraiment un enjeu d'éviter l'éparpillement en fait des offres au maximum. C'est un enjeu qui est bien perçu et qu'on se fixe aussi côté région. Merci. Alors, je vois qu'il est déjà 5h30. Je vais passer donc merci beaucoup pour cet échange. Pareil, vous aurez tous les éléments qui seront disponibles. On les mettra aussi sur le site du challenge, toutes ces infos, ces liens, pour que vous puissiez aussi en savoir plus. Et les contacts, vous pouvez nous les demander directement. On va passer donc à Carole Zaquin pour le parc naturel régional du Haut-Jura, qui est chargé de mission climat-énergie. Et donc, vous allez nous présenter, donc vous êtes en train de monter quelque chose, un réseau des acteurs. Et je crois que c'est pile poil dans la thématique qui a été présentée lors de la conférence. Donc, je vous laisse présenter un petit peu, je crois qu'on est au tout début de la démarche, donc présenter un petit peu les premiers éléments de travail sur ce sujet-là. Alors oui, effectivement. Alors cette action donc, autour d'un réseau d'acteurs de la mobilité durable pour accompagner le changement de comportement en matière de mobilité. Alors ce projet il fait suite à un premier projet qu'on développe depuis 2018 sur une partie du territoire du parc naturel régional du Haut-Jura, qui est un bouquet de mobilité alternative à la voiture individuelle. Donc avec 5 communautés de communes, on finalise la mise en place d'un panel de services et d'équipements. Donc ça va de l'autostop, l'autopartage, des stationnements vélos, des consignes sécurisées pour les vélos assistance électrique, aussi des services de location de vélo assistance électrique longue durée, pour que les habitants puissent tester ça sur le territoire pour les trajets du quotidien. Voilà, donc un ensemble de services et d'équipements là, qui ont mis 3-4 ans à se déployer sur l'ensemble du territoire. Et dans la continuité de ça, on était convaincus qu'il fallait engager une action plus large d'animation pour favoriser l'appropriation de ces nouveaux services et de tous les services de mobilité durable qui existaient sur le territoire. Puisque un des enseignements, quand on a démarré cette démarche, c'était que déjà, il y avait une forte méconnaissance des services qui existaient en termes de bus, de trains, enfin voilà, de services déjà présents sur le territoire. Donc ce programme, on l'a conçu en 2 temps. Un premier qui voit une phase de construction et qui renvoie à pas mal de choses qui ont été évoquées par Dimitri. Donc déjà de commencer à constituer ce réseau d'acteurs. Donc ce réseau d'acteurs ont ciblé toutes les personnes susceptibles de travailler sur la question de la mobilité sur le territoire. Mais on l'a aussi ouvert à des citoyens qui souhaitaient s'impliquer sur cette thématique. Donc on avait à peu près un listing de contacts d'entre 150 et 200 personnes. Sur cette première phase aussi, on a souhaité s'appuyer sur des connaissances théoriques justement sur les changements de comportement et d'acculturer l'ensemble des personnes qui souhaitaient travailler avec nous à ces questions sur le plan conceptuel, mais aussi sur le plan pratique avec un benchmark pour avoir des retours d'expériences similaires qui pouvaient du coup être inspirantes pour le territoire. Et en s'appuyant aussi sur une enquête de terrain. Donc le but, c'était
des éléments sur déjà les pratiques comportementales sur le territoire et aussi les perceptions que les habitants pouvaient avoir par rapport aux différentes solutions de mobilité durable. Donc ces éléments, ils ont été partagés au cours d'ateliers qu'on a ouverts à notre réseau d'acteurs, où on a travaillé avec des personnages un peu fictifs, des situations fictives, et pour voir quels pouvaient être du coup les comportements à encourager, et quels pouvaient être du coup les leviers et les freins par rapport à ce qu'on souhaitait encourager. Et sur la base de toute cette matière, on a commencé à travailler sur un plan d'action, de différentes actions qui pourraient être menées en deuxième phase. Et donc c'est là où on est à la charnière, on est en train de finaliser ce plan d'action. Et donc on est aussi en train d'essayer de prioriser ces actions. Et donc aujourd'hui, les actions sur lesquelles on est en train de travailler et qu'on va expérimenter dans les 2 années à venir, parce qu'on est bien dans cette idée d'expérimenter, d'analyser, de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et puis après, on verra bien sur quoi on continue. Donc il y a des informations autour de l'information, de la communication, avec notamment des vidéos pédagogiques et des vidéos aussi plus témoignages, pour donner des éléments sur comment se déplacer, comment utiliser les équipements du territoire, et puis des vidéos témoignages avec des habitants qui ont déjà des pratiques qu'on souhaite du coup encourager au niveau du territoire. On va travailler aussi sur un plan de communication qui se veut vraiment multi-acteur, c'est-à-dire de diffuser des messages, donc aussi bien via les collectivités, mais aussi via les acteurs relais qui voudront bien, pour vraiment démultiplier toute l'information qu'on pourra diffuser via différents canaux. Un point important aussi, c'est tout ce qui est les événements, la formation. L'idée, c'est d'organiser régulièrement et dans un calendrier qui est travaillé pour que ça apporte le plus possible des animations mobilité. On compte aussi renforcer la participation au challenge. C'est un point important de notre programme d'action. Savoir rouler à vélo, dont André a parlé, ça fait partie aussi du programme d'action. Et et on a un volet aussi sur l'accompagnement des entreprises, notamment celles qui ne sont pas engagées dans des plans de mobilité obligatoires pour des entreprises volontaires qui voudraient commencer à travailler sur la mobilité en interne. Et donc en parallèle à tout ça, c'est animer le réseau d'acteurs pour partager les expériences, créer des synergies, éventuellement faire émerger de nouvelles initiatives et avancer ensemble sur cette thématique. Merci aussi de vous être adapté au fait que la slide sont parties. C'est juste pour que vous voyez tous. Bon, c'est des aléas, on en a eu l'année dernière lors de la cérémonie, on en aura aussi cette année. Je me tourne vers Dimitri. Là, on est poil dans le sujet. Est-ce qu'il y a une réaction aussi par rapport à ce que vous présentez, par rapport aussi à ce que vous présentez tout à l'heure? Merci pour votre présentation parce que ça illustre. C'est la version appliquée de ma version théorique. En gros, là, c'est exactement ce que j'ai présenté, mais appliqué concrètement sur un sujet de mobilité. Vous avez, surtout sur la phase 2, vidéos pédagogiques et témoignages et plans de communication pour informer sur les possibilités de mobilité, pour convaincre et chercher à persuader de l'importance de mobilité, d'autres mobilités. Vous avez des événements de formation qui vont, je crois que j'ai noté également, vous parliez d'enregistrer des vidéos de témoignages de personnes qui montrent comment elles ont changé leur comportement. Donc là, vous mettez en avant un certain appel à la norme, vous essayez de créer une communauté d'individus qui changent de comportement en disant, voilà, dans cette communauté-là, la majorité des individus ont changé leur comportement. Si vous êtes d'accord avec le principe de changer de comportement, c'est votre norme communautaire. Donc on se réfère à ça. Et après, pour tout le reste, c'est des processus, vous avez des processus d'accompagnement et d'engagement où en gros vous faites faire, si je comprends bien, plutôt que simplement attendre, sensibiliser, dire bon, ils vont peut-être changer leur comportement, on croise les doigts. Vous faites faire sur beaucoup d'ateliers, beaucoup d'animations différentes. Donc, pour moi, c'est tous les ingrédients qui permettent de changer les comportements et pas que à la suite des animations ou à la suite des formations, mais a priori sur le long terme. Et j'espère qu'on en entendra parler peut-être l'année prochaine. On verra ce que ça va donner, mais je pense que
ça sera rempli de succès. Félicitations pour ça. Merci. Peut-être, c'est sur quel site on peut trouver aussi, suivre un petit peu ce qui se passe, PNR au Jura, Sur le site du parc du Haut-Jura. Voilà. Donc vous avez pas mal de choses, et je crois que vous avez mis en ligne aussi, en effet, c'est quelques documents sur le site du parc. Et pour l'instant, c'est pas tout à fait à jour, mais les premières phases, effectivement, on a mis les documents, les livrables des premières phases. Ouais. Alors, il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions par rapport Je vais dire. Déjà, bravo pour les démarches que vous avez mises en place. On a très envie de voir ça à l'échelle de toute la région Bourgogne-Franche-Comté. Vous avez l'air d'être un employeur pro-covoiturage, pro-vélo. Est-ce que vous deviendrez pro-vélo et est-ce que vous avez envie de vous labelliser? Parce que je pense que parmi les critères de la labellisation, vous en remportez un certain nombre et que le label or est tout près de vous. C'est pas désintéressé complètement. Ça va. Pour l'instant, vu la situation géographique de la maison du parc du Haut-Jura, dans le territoire du Haut-Jura, le vélo n'est pas très pratiqué parce qu'il y a quand même des déplacements assez longs. Mais voilà, c'est pas non plus fermé complètement. En tout cas, je pense que ça peut intéresser le territoire plus largement que juste le parc naturel en tant qu'employeur. Merci. Madame? Merci pour le partage, parce qu'effectivement, le séquencement est très intéressant. Moi, je m'occupe de RSE sur un établissement qui couvre l'ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté, qui est Pôle emploi. Et la difficulté qu'on a, alors, je ne maîtrise pas le territoire géographique du parc du Haut-Jura, j'en suis désolée. J'ai essayé de chercher, là, mais je n'ai pas eu assez de temps pour trouver la carte et me dire, est-ce qu'on a une agence qui se situe sur le territoire du Haut-Jura? En fait, ma question, elle est beaucoup plus générale, au-delà de cette situation particulière. La difficulté qu'on a quand on est organisé sur un point de vue régional, c'est quand il y a des super initiatives comme ça, et qu'on est forcément, en général, assez peu nombreux sur des fonctions de RSE, sauf si quelqu'un a une équipe de 10 qui lève la main et s'identifie, mais voilà, toute l'équipe est là. La difficulté qu'on a, c'est d'identifier les propositions qui sont faites sur le territoire. Et donc, ma question précise pour vous, c'est est-ce que vous avez imaginé dans votre plan de com un ciblage des entreprises sans attendre qu'elles viennent vers vous? Parce qu'on n'a pas toujours le temps d'aller chercher toutes les infos localement, même si on a bien compris que dans j'ose dire le nudge, on aide avec le petit coup de pouce, on a fait une carte des plans de déplacement, alors qu'on se dit que tous les outils existent pour le transport en commun. Ben non, on a refait des cartes en plus pour faciliter pour les collègues, pour vraiment aider qu'il n'y ait plus aucun frein. Mais c'est vrai que pour aller chercher les infos, c'est parfois un peu compliqué pour nous. Donc, je ne sais pas si vous avez prévu ce ciblage-là. Alors, il n'est pas encore précisément défini, mais voilà, l'idée c'est de travailler en réseau, donc notamment avec les chambres consulaires pour toucher les entreprises. Voilà, dans les échanges qu'on a eu avec la CCI, déjà de travailler avec le club environnement de la CCI et du coup diffuser les informations via ce réseau-là, ça paraît être en tout cas voilà, un dispositif intéressant. Et après, voilà, c'est le travail à faire avec le réseau d'acteurs pour voir comment on diffuse au mieux et effectivement aller à la rencontre des entreprises du mieux possible. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question, une envie de réagir? Alors, j'ai perdu Estelle, là-bas. Je dois derrière d'abord. J'ai pas vu de l'autre côté, ici. Bonsoir, et je suis élu à la communauté commune de Clusion. Et je trouve vraiment admirable tous les efforts qui sont décrits ici. Mais je tiens quand même à rappeler que quand on parle des changements de comportement, on s'adresse à la population, aux usagers, et on se dit vouloir faire naître un fonctionnement différent. Il faut quand même reconnaître que le milieu est très très hostile, c'est-à-dire les aménagements de voiries et d'infrastructures, transport en commun, et enfin, on peut continuer à énumérer tous les éléments. Alors, c'est d'autant plus admirable que vous luttez dans ces milieux, et puis je pense peut-être qu'il faut appliquer quelques techniques de changement de comportement envers
les décideurs, les gens qui peuvent améliorer un petit peu le milieu et pour faire en sorte que ça serait plus facile pour tous les autres de changer de comportement. Merci. Vous souhaitez... Non, j'ai une question là encore, ce sera la dernière. Alors, c'est plus un partage d'expérience, une réaction. Donc, Catherine Duchamp, je suis au Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne. J'ai mis en place le covoiturage. J'ai pas pu prendre effectivement l'application Mobico parce que je suis sur plusieurs régions. Donc, effectivement, j'ai besoin d'une application. Donc, je suis passée effectivement par une entreprise, une appli du commerce, classiquement. Juste pour vous partager, du coup, 1700 collaborateurs sur 4 départements, j'ai eu 15% d'inscrits. Donc vraiment, en termes de comportement, je veux éventuellement faire du covoiturage plutôt bien. Et après, 30% de participants réels. Donc, c'est-à-dire qu'ils font la démarche de s'inscrire. Mais derrière, passer le premier covoiturage est très difficile si on n'y prend vraiment pas par la main. Et on a fait des animations de lancement, on a fait télécharger, on est à côté d'eux, enfin, on a fait pas mal de choses. Et du coup, une question un peu sur 15% d'à peu près motivés, visiblement ils sont inscrits, mais ils n'ont pas franchi. Merci. Est-ce qu'il y a envie de réagir à ça? Quelle application vous avez utilisée? Vous avez créé une application? Caros, ok. Vous avez eu donc 15% sur les 1700 collaborateurs qui se sont inscrits, et sur ces 15%, il n'y en a que 30%, donc 30% de 15%, qui ont utilisé activement l'application et qui aujourd'hui font du covoiturage. Qui ont utilisé au moins une fois l'application. À votre avis, pourquoi ça ne fonctionne pas? Je sais que c'est la question que vous me posez à moi. Hein, Parce qu'il faut télécharger l'appli, se créer un compte, renseigner son trajet, autoriser l'application à ce qu'elle soit toujours active, trouver quelqu'un avec qui ça va bien, parce qu'il ne propose pas le bon horaire, etc. Avoir les retours des collègues qui disent moi j'ai trouvé personne. Il y a l'incitation financière qui est au début mais qui n'est pas tout le temps. Voilà, il y a ce côté plein de difficultés au changement. Pour un résultat, je ne suis pas sûre de trouver quelqu'un qui me convienne. J'ai quelqu'un qui m'a proposé, mais elle insiste tout le temps, elle a l'air lourde, je pense que les Et en fait, je pense que j'ai beaucoup de collègues qui covoiturent, mais pas dans l'application, parce que je sais qu'une fois qu'il n'y avait plus d'incitation financière, ça s'est vraiment effondré, mais je sais que les collègues continuent à covoiturer. Donc là, ça marche plus. C'est la chose. C'est ça. Donc, si j'ai bien compté, il y a 6 comportements. Le covoiturage, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas vraiment un comportement, c'est tout ce qui, et ça rejoint les tout premiers commentaires, ce sont les petits pas, en fait, les petits comportements qui vont nous amener à faire du covoiturage. Vous les avez listés, il y en a 6, il y en a même probablement bien plus. S'inscrire, télécharger l'application, s'inscrire dessus, accepter que l'application nous traque un peu tout le temps, parce que je pense que vous faisiez référence à ça. Donc tout ça, ce sont des espèces de micro-comportements qui vont être obligatoires pour, in fine, faire du covoiturage. Donc si la sensibilisation, elle est faite juste sur le covoiturage, et qu'il y a toutes ces étapes préalables, et qu'en plus de ça, je ne connais pas l'application Caros, enfin, j'ai vu l'application Caros, mais il y a un petit moment, donc je pense que ça a bien changé. Si en plus de ça, la décision de faire du covoiturage, elle fait suite à des animations, je suppose, du siège, ou en tout cas du management, il y a une certaine forme d'obligation. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport aux motivations internes ou externes, qu'on appelle intrinsèques ou extrinsèques. La motivation était plutôt externe. On leur a fait installer l'application, on leur a fait s'inscrire. Après, ils se sont inscrits, il n'y avait pas un pistolet sur la tempe, hein, j'imagine. Donc, il y avait une certaine liberté, mais l'initiative ne venait pas de leur part. Et après, toutes ces petites barrières expliquent pourquoi vous n'avez que 30% qui ont fait juste au moins une session de covoiturage. Et je pense qu'en fait, tous ces petits comportements-là expliquent
le faible pourcentage. Et le fait aussi que ça ne vienne pas initialement d'eux, et ce qui aussi explique pourquoi ceux qui initialement faisaient déjà du covoiturage continuent avec ou sans l'application. J'espère que je réponds à vos questions. Alors, je vois qu'il y a encore 2 questions. La cérémonie commence dans 12 minutes. 3 questions. Il y a trop vite de ce côté-là. Donc, il faut vraiment, je veux bien les prendre, mais il faut vraiment être très rapide. Oui, bonjour. C'est juste une remarque par rapport à ce qui a été dit avant. Vous mentionnez entre guillemets que 15% de gens qui sont déjà inscrits sur l'application, et après 30% de gens qui l'ont fait. Ça peut paraître faible, mais je pense que dans une démarche de changement de comportement qui est quand même assez drastique, c'est déjà pas mal. Je ne sais pas après à quel niveau vous fixez une opération comme ça qui va être réussie, où on ne va pas avoir 80% des gens qui vont adhérer. Et je pense que déjà 5%, c'est pas mal. Alors, ce qui est parfait sur cet échange, c'est qu'on peut se faire autour d'un verre. Sur le traiteur qui est juste là et qui vous attend. Je prends encore une question ici, et puis... Thomas Vigreux, donc moi je suis président du Pays du Doubs Central. On est AOM maintenant depuis presque toute l'année. Moi je voulais rebondir aussi sur l'intervention parce que je suis ancien collaborateur du Crédit Agricole, j'ai travaillé 8 ans. Moi je trouve qu'aujourd'hui, c'est finalement chacun doit aussi prendre un petit peu sa charge. Aujourd'hui on a Mobigo qui va donc devenir l'application de référence au niveau de la région. Et moi, je me dis qu'aujourd'hui, un acteur comme le Crédit Agricole ou d'autres grands groupes comme ceux-là, avec le réseau qu'ils ont, avec l'animation qu'ils ont autour de leur caisse locale, il y a aussi l'enjeu financier, les flux financiers qu'il peut y avoir sur ces plateformes. Enfin, est-ce que là, justement, il n'y a pas un vrai partenariat à faire entre la région et des grands groupes comme le Crédit Agricole pour justement déployer et quelque part d'en faire une évidence en fait, de cette plateforme, parce que on se pose tous des questions, on a tous des enjeux de territoire extrêmement importants de mobilité avec une complétude de services à devoir développer, et je pense que là il y a peut-être quelque chose à créer, un vrai partenariat. Moi je trouve que le Crédit Agricole est pour le coup le bon acteur pour se dire voilà. Moi j'ai vu par exemple le Crédit Agricole développer des services pour ses collaborateurs, notamment le paiement avec le téléphone, tout ça. Quand ils ont dit on y va, c'est aller et c'est aller fort, quoi. Merci. Est-ce qu'il y a des réactions? Est-ce que c'est aussi un sujet à traiter autour d'un verre? Alors, je suis vraiment navrée, mais en fait, il y a la cérémonie qui démarre dans 9 minutes. Et on a besoin de tout mettre la salle en état. Donc, ce que je vous propose, en fait, c'est vous pouvez laisser toutes vos affaires. Et en fait, il y a dans la salle juste à côté un petit traiteur, voilà, de quoi boire, se reposer. Pardon. Oui, merci. Oui, et c'est quand même, ce serait dommage de ne pas vous remercier, ça allait trop vite. Je remercie vraiment grandement et vous pouvez les applaudir en effet. Vous aurez tous les éléments sur le compte rendu, et puis elles ont le petit badge pour savoir qui sont elles, et vous pouvez aller directement dans la salle. On va bien fermer pour pouvoir remettre en configuration cérémonie. On se retrouve du coup à 18h, 18h05. Donc je vous remercie, merci beaucoup.